Dites à vos pays que le Cameroun souhaite nouer avec tous, sans réticence ni exclusive, des liens solides d'amitié et de confiance. Notre place nous attend. Il nous tarde de la rejoindre afin de prouver à tous ceux qui nous ont témoigné leur amitié que nos actes seront à la mesure de leur confiance. Nous saurons, dans l'enthousiasme, bâtir une nation dont nos enfants seront fiers et qui, dans le monde, marquera sa place sous le triple signe de notre devise nationale. Il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation. Vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Le corps diplomatique met beaucoup d'espoir dans les recommandations issues de ce dialogue et salue le début de leur mise en œuvre effective. Notre pays est une capitale de la diplomatie dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le Cameroun bénéficie donc d'une bonne image de la confiance de ses partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Nous n'avons pas de coopération militaire avec le Cameroun, contrairement par exemple à ce que nous avons avec la RDC ou même avec le Gabon et la RCA. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous sommes dans une crise qui est plus jeune. Donc nous avons proposé notre assistance en termes d'expérience, de vie et de coexistence des communautés. On n'avait pas pensé avoir affaire à une menace de type terroriste ou asymétrique pour pouvoir maintenant réadapter nos forces. On pourra dire que ces nouvelles menaces ont frappé le dispositif de veille camerounais. Docteur Franck Bogo. J'ai un problème quand même qui est fondamental, c'est le chevauchement, n'est-ce pas, des trajectoires. Parce que l'Union africaine a reconnu que l'intégration doit se faire au niveau des sous-régions. Donc finalement, moi j'ai peur que les États soient essoufflés parce qu'il y a un engagement qui est demandé au niveau des serres qui ont été reconnus, mais également des efforts qui sont demandés pour faire marcher l'Union africaine. Gloire soit rendue au Seigneur des armées qui nous donne la possibilité d'être à nouveau ensemble ce soir pour cette autre production de votre émission Regard sur la diplomatie. Votre fidélité nous honore bien, mesdames, messieurs. La fonction publique internationale représente un enjeu important pour les États qui sont généralement invités à batailler et à peser lourd pour être représentés. C'est un processus pas souvent évident et dont le jeu diplomatique nous intéresse, notamment en ce qui concerne le Cameroun et ses candidatures. Pour en parler, Ulrich Kenmoué nous assiste à la mise en onde et à la manipulation de la caméra. Carole Prudence Tientieux assure la police d'antenne Betraouna, la coordination éditoriale, et Roger Kiek, la coordination centrale. Le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï supervise le programme. Au microphone, je suis Yves Modeste Ngué. Bonsoir à tous et bienvenue.
Merci de nous faire confiance, Royal FM. L'émission c'est Regard sur la diplomatie, mesdames, messieurs. Vous nous regardez sur Facebook également. C'est à l'adresse Royal FM Manomo espace Cameroun, Royal FM Manomo espace Cameroun. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 25 minutes. Notre panel se constitue au fur et à mesure. Déjà, le professeur Joël Narcisse Meyolo est avec nous ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir Yves, bonsoir mes copanélistes, bonsoir au milieu de vos auditeurs. Alors professeur, vous êtes maître de conférence, historien, enseignant au département d'histoire de l'université de Yaoundé 1. Tout à fait. Alors merci encore, c'est au moins la 3e ou la 4e fois que vous venez sur Regard sur la diplomatie. C'est un plaisir renouvelé chaque fois que je suis invité. Très bien. Alors professeur, avec vous déjà, quelle est l'information sur le plan diplomatique qui vous a marqué cette semaine? Bien, c'est la suite de la situation au Mali qui préoccupe et qui me préoccupe en tant qu'Africain et en tant qu'historien. Quand on se replonge dans l'histoire du Mali, on comprend bien que c'est malheureusement un pays qui a l'habitude des coups d'État. Et donc, c'est la situation au Mali qui m'a préoccupé cette semaine, même si on peut aussi, dans une moindre mesure, l'aventure, on peut dire l'épisode électoral, préélectoral aux États-Unis, avec la désignation de Donald Trump comme candidat du Parti républicain. Pour la particularité avec l'intervention pour une première fois d'un secrétaire d'État, preuve que même aux États-Unis, on peut aussi copier ce qui se passe en Afrique. Alors, on va aussi signaler que le professeur Joël Narcisse Meyolo s'y connaît bien en diplomatie, notamment en diplomatie parlementaire. On parle du Mali tout à l'heure, professeur. On va également accueillir les autres invités. Nous avons Fabrice Neminemi. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir Imodeste, bonsoir nos chers copanélistes, bonsoir vos fidèles et milliers auditeurs de la Royal FM. Alors vous arriviez ici en pas de course? Bien évidemment, c'est pas toujours évident de rallier un point A pour un point B dans la cité capitale au vu des différents embouteillages que nous connaissons dans la ville. Fabrice Neminemi est historien, il étudie, c'est un doctorant en histoire des relations internationales, également en relations internationales, c'est un diplômé de l'Institut de relations internationales du Cameroun également. À côté de vous, nous avons Cédric Armel Pougambok. Bonsoir Cédric. Bonsoir Yves Modeste. Bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir d'être accueilli au sein de votre prestigieuse radio. Vous êtes spécialiste, vous maîtrisez le dossier du Mali, vous êtes notre spécialiste du Mali. Et avec vous, justement, on va ouvrir avec ce sujet du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est libre. Oui. Nous avons eu cette information au courant de la journée. Cela découle des négociations précédentes qu'il y a eu avec la délégation de la CEDEAO qui est arrivée récemment au Mali, dont la mission s'est achevée mercredi passé. Donc nous sommes heureux d'apprendre que le président Ibrahim Boubacar Keïta est libre et nous observons avec attention la suite de la situation. C'est pas le dénouement tout de même? Non, c'est pas encore le dénouement. Donc nous sommes même encore au début de cette histoire. Nous espérons simplement que très rapidement, un processus de transition sera mis en œuvre et que, les pourparlers sont en cours. Donc, nous ne pouvons que faire certaines analyses. Au préalable, nous avions suivi que les militaires avaient proposé une période transitoire de 3 ans avec un militaire à la tête du pays. Après, il y a eu un démenti. Donc, nous pensons que les négociations sont en cours et très certainement, dans les jours, les heures à venir, nous aurons le dénouement de cette situation. Alors, vous parlez de démenti, professeur, on l'a tous écouté, les militaires qui avaient proposé une transition de 3 années, que la CEDEAO avait jugé trop successive, et les pourparlers sont quand même coincés à ce niveau-là. Oui, les pourparlers sont coincés à ce niveau. Sont coincés. Coincent. Oui, coincent, bien évidemment. Coincent parce qu'il faut comprendre la situation générale du Mali. Les événements du 20 août dernier. Alors pourquoi ça coince? Ça coince parce que vous avez 2 options. Vous avez une situation interne du Mali. On sait que
depuis au moins 6 mois, à la suite des élections législatives, il y a, comme qui dirais-je, une espèce de contestation du pouvoir établi. Et donc, on peut conclure que, allant sur cette base, que le coup d'État, le coup de force des militaires vient dans un contexte populaire favorable. Et ce contexte populaire favorable peut avoir un effet boomerang sur les autres pays, les autres pays voisins et donc membres de la CEDEAO. C'est pour cela que la CEDEAO, vous comprenez que la CEDEAO arrive au Mali, pardon, un peu partagée, et on a dû le voir lors de la visioconférence, entre ceux qui estiment qu'il faut laisser les Maliens, que c'est le peuple malien qui s'est exprimé, et donc par conséquent, les militaires se positionnent comme les porte-parole du peuple malien, et donc des envies des Maliens. Maintenant, au contrario, vous avez certains chefs d'État de la CEDEAO qui sont dans un contexte préélectoral suffisamment bouillonnant et qui veulent imposer l'autorité de l'État. Parce qu'en réalité, la situation au Mali peut avoir un effet boomerang. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à la Guinée, le Conakry. Et donc, il y a un souci pour la CEDEAO de maintenir l'autorité des institutions, mais dans un contexte où le peuple malien a fait un choix, a fait le choix de la contestation, une contestation qui a été dont la manifestation a été capitalisée par les militaires. Alors, Fabrice Némi, on coince là aujourd'hui. Hier déjà, on apprenait aussi que c'est le mouvement M5 qui était même acteur de la contestation qui aujourd'hui entend faire avec la junte. Oui, bien évidemment, la semaine passée, nous disions que le mouvement M5, qui est un mouvement populaire, parce qu'il ressort de la population des contestations sociales et populaires, et en osmose avec la junte au regard du fait que elle voit la junte militaire comme le salvateur de leurs revendications. Donc c'est tout à fait normal du fait qu'elle collabore avec ces jeunes militaires-là pour cette période de transition. Mais au regard de ce qui s'est passé dans d'autres pays, on constate de plus souvent que les périodes de transition ne sont pas toujours de bonnes augures, compte tenu du fait que elle qui a pour objectif ou bien pour finalité de mettre de côté ce qui n'a pas marché par le passé et d'entreprendre des perspectives nouvelles pour une refonte du système de gouvernance dans un pays, celles-ci ne sont pas toujours bien amorcées. C'est la raison pour laquelle, lorsque les civils viennent à prendre le pouvoir, on observe toujours certaines contestations, certains remous de la part de la population qui estiment que leurs revendications initiales n'ont pas toujours été prises en compte. Pour le cas du Mali particulièrement, nous observons que si l'on fait un regard historique de la situation politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, on se rend compte que c'est un pays qui a longtemps connu des coups d'État. Et à l'issue de ces coups d'État, les transitions ne se sont pas toujours bien déroulées, même si dans un certain courant de l'histoire, certains partisans ou bien certains responsables des coups d'État ont eu à prendre le pouvoir. On fait notamment allusion à ATT ou bien à Moussa Traoré, qui étaient des putschistes, mais qui par la suite se sont présentés aux élections. Mais nous souhaitons tout simplement que pour ce énième coup d'État que l'on observe au Mali, que la transition politique revendiquée par la junte pilotée par Goïta et Isaac Ouagé, qu'elle soit tout au moins de bonne foi, de telle sorte que la refonte du système politique et de gouvernance au Mali soit de bonnes augures pour que nous puissions observer ce genre de scénario dans ce pays frère de l'Afrique de l'Ouest. Cédric, est-ce que c'est cela qui pousse quand même aujourd'hui les militaires à croire ou alors à dire qu'il faut une refondation totale du système politique ou même de la société malienne et à insister aujourd'hui que ce soit d'abord un militaire qui gère la junte, la transition? Non, déjà, il faut analyser un peu le contexte dans lequel ce coup d'État intervient. Et il faut aussi faire un peu le distinguo entre les précédents coups d'État. Nous remarquons ici que déjà, le précédent coup d'État qui a eu lieu, les institutions étaient en place. Même si le président avait été débarqué, l'Assemblée nationale fonctionnait encore. C'est vrai que même ici, les institutions étaient en place, bien que contestées. Non, les institutions, puisque au moment où le président démissionne,
il annonce la Cour constitutionnelle. Tout à fait, toutes les institutions sont à plat. Jusqu'au moment de sa démission, tout simplement. Oui, au moment de sa démission. Mais ça fonctionnait. Non, déjà comme le professeur l'a si bien dit précédemment, il y avait des élections, le Mali sortait des élections très contestées, des élections législatives très contestées, avec beaucoup de remous, où on a assisté à la démission de certains membres de la Cour constitutionnelle et même de certains députés au sortir de ces contestations. Donc, c'est dans ce contexte-là que les militaires, parce que nous pouvons analyser, si nous pouvons condamner l'acte du coup d'État qui est anticonstitutionnel, nous pouvons aussi voir cela sous un angle salutaire, parce que le pays était en arrêt depuis pratiquement 6 mois. Aucune institution ne fonctionnait et chaque parti gardait un peu, ne voulait pas lâcher prise, puisqu'il y a eu de nombreuses tractations en vue d'une sortie de crise. Malheureusement, cela n'a pas abouti. Donc, les militaires ayant pris le contrôle du pays, maintenant, il y a des chantiers qui sont en place et qui doivent être mis en place parce que depuis pratiquement 7 ans aujourd'hui, 8 ans, le Mali est divisé, 2/3 de son territoire est occupé. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta, dont la mission était de récupérer ces territoires, n'a pas avancé d'un cheveu depuis 2012. Donc, nous constatons que le premier émissaire international ayant rencontré la jeune militaire, c'est le diplomate de Russie, ambassadeur russe. Et au sortir de là, il nous informe qu'ils ont discuté sur des questions sécuritaires. Donc, nous pouvons analyser là que nous aurons un scénario à la un peu au modèle de la Centrafrique, avec le président actuel qui a pris contact avec la Russie afin de pacifier plus ou moins son pays. Donc c'est l'un des scénarios qui est à entrevoir. Donc les militaires ayant ces visions-là, ces visées, qui ne sont pas forcément ceux d'un civil qui viendrait prendre le pouvoir. Donc ils estiment peut-être que cette période transitoire peut être parachevée par eux et ensuite, au bout de, je sais pas, ils ont proposé 3 ans, peut-être au bout de 3 ans, qui est en fait la période, le délai qui restait à Ibeka au pouvoir, ils pourront organiser de véritables élections dans un contexte un peu plus meilleur. Alors, la CEDEAO, professeur, propose 1 année de transition et le président Ibeka, dont on a appris il y a quelques heures la libération, a renoncé définitivement au pouvoir. Et est-ce que cette décision de renoncer au pouvoir ne met pas en difficulté la CEDEAO, qui quand même a essayé, tambour battant, de supporter le président Ibeka pour qu'il revienne aux affaires? Écoutez, cela pose, comme je l'ai dit au préalable, le problème des organisations sous-régionales africaines, qu'il faut quand même le dire, ne sont pas toujours le reflet des peuples d'Afrique. C'est-à-dire, si vous interrogez les mécanismes qui ont présidé à la création de ces organisations, si vous interrogez le fonctionnement de ces organisations, vous avez davantage tendance qu'il s'agit d'un syndicat de chefs d'État. Alors, même la CEDEAO qui est quand même réputée. Et donc, un syndicat de chefs d'État a pour première ambition de défendre les intérêts des chefs d'État. Et donc, de manière particulière, défendre les intérêts des personnes singulières. Alors, pour le cas du Mali, comprenez bien que Ibeka prend acte de ce qui se passe au Mali depuis au moins 5 ans. C'est-à-dire l'occupation du nord du Mali, la contestation post-électorale qu'il y a eu en 2020. Et on peut même dire que le coup d'État est à la limite quelque chose de salutaire pour lui, en réalité. Et donc, dans cet environnement-là, la décision qu'il prend est une décision qui met d'abord en avant les intérêts du peuple malien, ou du moins c'est la perception, c'est l'interprétation qu'on peut faire. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que ce qu'il se dégage de la proposition, de la position de la CEDEAO, c'est davantage de sauver un individu, un régime, parce qu'en réalité, et je mets cela en relation avec le contexte général qu'il y a au sein de la CEDEAO, de la communauté, de la CEDEAO, eh bien, il est bon que la CEDEAO tienne un discours de fermeté. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose.
Je pense que le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait une évaluation claire de la situation. Et il s'est rendu compte qu'il n'est pas bon pour lui, hein, parce qu'il y a bien une vie après celle du chef d'État. Il y a une vie, alors il a pris conscience de cela et il décide de partir. Maintenant, la question qui pour moi est plus intéressante, c'est de savoir est-ce que la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta ne met pas en difficulté la junte militaire? Est-ce qu'elle ne repositionne pas le processus constitutionnel en réalité? Si le président démissionne, la Constitution n'a pas été bannie, abolie. Les institutions ont été abolies, mais est-ce que, dans le respect de la Constitution, est-ce que la démission du président ne met pas en réalité en route le processus constitutionnel de la succession du chef de l'État? Et alors, je pense que c'est davantage de ce côté qu'on va certainement se pencher dans les jours à venir. C'est peut-être cela, François Ngendia, qui vient de nous rejoindre, spécialiste des questions d'intégration. C'est peut-être pourquoi certaines organisations aujourd'hui tournent le dos au Mali. La dernière en date, c'est quand même la francophonie qui a décidé de suspendre le pays complètement. Est-ce que c'est pas sur ce pied-là que le Mali pourrait se retrouver demain en pleine difficulté? Il faut dire que si nous recommençons avec le problème de la francophonie, la France décide de suspendre le Mali de la francophonie. C'est d'abord un problème entre les États, à dire la France ne peut pas. La France ne... Allez-y. Alors d'accord, oui, pardonnez-moi. Alors c'est d'abord un problème entre les États où la France ne voulait avoir un interlocuteur. La France est face en vide. La France est face en vide, et pour que ce vide ne perdure pas, il faut bien qu'on menace, il faut bien qu'on gronde, il faut bien qu'on élève autant. Voilà pourquoi on viendra à suspendre le Mali de la francophonie. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les organisations internationales sont à la lumière, à l'image de l'organisation internationale mère, l'ONU. Et ces organisations fonctionnent avec les États selon le principe de non-ingérence, et les organisations respectent la souveraineté des États. C'est l'impression que vous avez avec le cas du Mali et la CEDEAO? Toutes les organisations fonctionnent comme ça. Toutes les organisations fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, le Mali, c'est d'abord un État souverain. Et il y a le principe de la non-ingérence qui régit les relations entre les États. Et même les relations entre les États et les organisations internationales. C'est-à-dire que quand bien la CEDEAO ou l'Union africaine viendrait à intervenir au Mali, c'est sous le prisme du respect de ces deux principes-là, souveraineté internationale et principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. En plus, il y a un truc qui se pose, c'est que l'Union africaine, tout comme la CEDEAO, ils ont des codes d'éthique, un code éthique sur la déontologie et sur la démocratie et l'état de droit. Un code qui interdit par exemple les coups d'État. Oui, ce qui fait que, bien évidemment, lorsque l'Union africaine ou la CEDEAO interviendra du Mali, c'est pour certainement rétablir l'ordre constitutionnel préétabli, de telle sorte que la démocratie, l'état de droit, puisse toujours être respecté. Et vous voyez qu'à ce niveau, la négociation va coincer. Pourquoi? Parce que les intérêts deviennent divergents. D'un côté, nous avons la junte militaire qui voudrait rester au pouvoir. Ils ont parlé d'un mandat transitoire de 3 ans. 3 ans. La junte militaire qui nourrit l'envie, qui a toujours nourri l'envie de rester au pouvoir. Et de l'autre côté, nous avons les organisations internationales, parmi lesquelles l'Union africaine, la CEDEAO, et peut-être d'autres, qui voudraient que l'ordre constitutionnel puisse revenir. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est là au milieu et qui a pris conscience des différents enjeux, qui connaît très bien les appétits veut dire gargantuesques de son armée, qui veut à tout prix de pouvoir, voit maintenant sa vie en danger et du coup il renonce. Oui, il renonce. En fait, sa renonciation est d'abord, d'un point de vue, est d'abord, on peut l'expliquer sur une sécurité. C'est quelqu'un qui veut d'abord se protéger parce qu'il sait que effectivement son armée, qui a d'ailleurs voulu qu'il soit là, parce que c'est grâce au coup d'État que l'armée a effectué en 2011, je crois que c'est cela, 2012 qu'il est venu à être président. C'est après une période transitoire tenue par l'armée qu'il est venu être président. Donc il sait de quoi est capable cette armée-là, et en plus c'est quelqu'un qui sait
qui sait que sa vie est quelque peu en danger, il ne peut plus. Mais Cédric semble ne pas être d'accord avec vous, M. Ngidja. Cédric? Non, déjà, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui est dit. Le président Ibrahim Boubacar Keïta arrive au pouvoir à la fin du processus de transition. Et de façon démocratique. Tout à fait, parce qu'au départ, après le coup d'État, le capitaine Sanogo, à l'époque, aujourd'hui général, avait été mis au pouvoir. Mais après des tractations avec la CEDEAO, il avait été décidé que l'ordre constitutionnel devait prévaloir. Donc c'est le président de l'Assemblée nationale, Diongounda Traoré, qui se retrouve au pouvoir et qui assure la transition avec un premier ministre qui était l'ancien de la NASA, Diarra, j'oublie son prénom. Donc ce sont eux qui ont conduit le processus de transition. Donc je n'étais pas d'accord. Et encore pour revenir sur ce que le professeur a dit, dans ce climat, dans le contexte actuel, la constitution malienne prévoit qu'en cas de vacance du pouvoir, ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure la vacance. Or, dans le contexte actuel, il n'y a plus l'Assemblée n'existe pas, oui. Donc, vous voyez que ça crée un contexte un peu ubulex, ce qui fait que nous sommes dans une situation un peu compliquée. Comment assurer cette transition tout en préservant l'intérêt du peuple malien en priorité? C'est un peu ça la question qui se pose. D'accord. Alors, Ngidja? Oui. En fait, peut-être que c'est pas bien compris. Lorsque je dis que le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu à la suite, en fait, c'est parce qu'il y a eu d'abord un coup d'État. Un coup d'État, le processus a suivi et il arrive au pouvoir. C'est-à-dire, c'est d'abord à la faveur de ce coup d'État et à la faveur, à la suite du processus de ce coup d'État qu'il arrive au pouvoir. En fait, ce que je voulais dire de manière concrète, c'est que les négociations entre le Mali ou bien la junte au pouvoir au Mali et les organisations internationales ou bien des parties prenantes à ces négociations coincent simplement parce que les intérêts sont divergents. D'un côté, ceux-là qui voudraient rétablir l'ordre constitutionnel et de l'autre côté, ceux-là qui veulent se maintenir au pouvoir. La France, dans ce cas-là, lui, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Son intérêt, c'est simplement avoir un négociateur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui dialoguer, quelqu'un avec qui continuer, je ne vais pas dire, je crée peut-être pas un secret en disant que continuer à piller le Mali sous le prisme ou bien sous le prisme sécurité de la force Barkhane. Parlez dans le micro. Sous le prisme sécurité de la force Barkhane. Barkhane, lui, continue à piller. En fait, la France a peur du vide. La France veut un interlocuteur concret. Et les autres, ils veulent rétablir l'ordre démocratique. Et la jeune militaire qui veut toujours, qui a toujours voulu rester, qui a toujours nourri les appétits de rester au pouvoir. Voilà pourquoi ça dérange. Donc, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, qu'on trouve le juste milieu. Et quel sera ce juste milieu? Et entre autres, juste milieu, la jeune qui propose 3 ans, je ne sais pas si c'est faisable, et si c'est possible, Paul Mbandome Oyono, c'est possible de faire une transition de 3 années avec un militaire au sommet? Bon, il faut dire que déjà, avec tout ce qui se passe au Mali actuellement, le Mali est devenu un laboratoire géopolitique. Parce que, il faut dire que le Mali, d'abord, la France, comme le disait François tout à l'heure, a ses intérêts au Mali. Mais quand on parle de transition, c'est-à-dire qu'une transition sur 3 ans n'est pas pratique. C'est impossible. Je ne suis pas sûr que... Pour refonder tout un système. Non, c'est pas faisable. Donc je pense pour ma part, et en guise même de proposition, moi je dirais même qu'il faut envisager une transition qui va de 10 mois à 12 mois, c'est-à-dire maximum. 1 an maximum, comme propose la CEDEAO. Et peut-être que c'est ça aussi qui coince sur les négociations en cours. Mais demain, la CEDEAO, les chefs d'État, doivent se réunir par visioconférence pour trancher. Et aujourd'hui, on voit quand même une junte renforcée par le mouvement M5 qui déjà porte tout un peuple. Est-ce que... à quoi devrait-on s'attendre demain à l'issue des travaux de la CEDEAO? J'ai bien peur que la junte militaire s'impose. J'ai bien peur. Parce qu'il faut dire que la junte militaire... Parce qu'elle a déjà un soutien du peuple. Effectivement. La junte militaire est bien soutenue par le peuple malien. Ça, on ne discute pas, c'est un fait. Donc, je crains qu'avec les futures négociations, avec la CEDEAO, on risque de se retrouver avec une junte militaire qui s'impose. Attendons voir ce que la suite nous réserve. Et quelle serait alors la place de la CEDEAO, Fabrice Némi? À votre question, nous revenons un peu sur ce que François Ngidja a dit lorsqu'il parlait de l'ingérence des organisations internationales. Je pense que la situation au Mali est le reflet de ce qui pourrait advenir dans le futur, c'est-à-dire une déflagration de la situation politico-sécuritaire non seulement sur le plan national mais également sur le plan régional. Et à cet effet,
les organisations internationales ont la responsabilité, conformément à ce que prévoit l'ONU, notamment au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire préserver, mettre en place des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution de conflits. Cela est du ressort des organisations régionales, compte tenu du principe de subsidiarité qui existe en la matière. Pour en revenir à votre question, la CEDEAO s'attellerait ou bien doit prendre à bras le fer cette situation au Mali, de telle sorte que nous ne puissions plus avoir un Mali qui soit toujours précaire, compte tenu du fait que l'État malien a parfois été considéré comme un léviathan à genoux. Et de ce fait, il faudra donc une construction totale de l'État. Comment? Tout simplement en s'assurant que toutes les négociations faites entre la junte militaire et la CEDEAO soient du moins prises en compte. Pourquoi? Parce que si la CEDEAO abandonne un peu la situation au Mali, comme l'a un peu fait les envoyés spéciaux de cette organisation, cela va donner du pouvoir à la junte de gérer la situation comme elle veut. Or, le Mali, en tant que membre de la CEDEAO, en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, ne peut plus agir de manière unilatérale. Donc, il faudra tout simplement un processus d'accompagnement des organisations régionales et également internationales pour faire en sorte que la situation politique et sécuritaire au Mali soit davantage... Ne se complique pas. Professeur Antou, voyez-vous alors un consensus entre la CEDEAO et la junte au Mali? Écoutez, quelle que soit la solution qui va être trouvée, au moins pour l'habillage, on appellera un consensus. Parce qu'il faut bien que la CEDEAO ne perde pas la face. Que ce soit la tendance de la junte ou que ce soit la tendance de la CEDEAO, on appellera cela un consensus de toutes les manières. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a un contexte particulier au Mali. C'est-à-dire que on ne peut pas se projeter comme en 2012. On ne peut pas se projeter comme en Guinée-Conakry, pour la simple raison qu'il y a un enjeu sécuritaire aujourd'hui. Et donc les militaires, dans le choix du délai de la transition, intègrent les enjeux militaires, les enjeux sécuritaires. Alors, il ne faut pas se limiter à une transition qui viserait rapidement une élection pour qu'on donne le pouvoir à un civil, parce que le Mali aujourd'hui a un enjeu sécuritaire de taille. Le Mali aujourd'hui est au centre de la géopolitique mondiale. Et c'est pas un hasard si le premier diplomate à rendre visite, c'est la Russie, un positionnement. La Russie, c'est pas un hasard. Il vous souvient que l'année dernière, en 2019, il y a le premier sommet Russie-Afrique. Il vous souvient que l'année dernière, il y a eu la signature d'accords militaires entre la Russie et le Mali. Et non, c'est pas un hasard. Il vous souvient encore que il a bien fait, le prénom, Cédric a bien fait de le rappeler, qu'aujourd'hui en Afrique centrale, un pays survit grâce à la présence militaire russe. Je parle de la République centrafricaine. Et donc, c'est tous ces éléments qui sont pris en considération dans le choix de la période de la transition. Et de mon point de vue, il n'est pas possible qu'il y ait une transition au Mali qui soit moins de 2 années. Parce que les enjeux sécuritaires sont tels que, et le positionnement géostratégique est tel que les militaires ne peuvent pas se permettre que la situation très rapidement revienne aux mains des civils. Parce qu'il faut bien vous dire que c'est vrai qu'il y avait des contestations post-électorales, mais il y avait une contestation au sein de l'armée. Vous savez que les épouses des militaires au front ont marché à Bamako pour réclamer que les militaires reçoivent plus d'attention du pouvoir central, notamment en termes d'armement et de munitions. Imaginez-vous quand les épouses des militaires réclament des munitions, c'est-à-dire l'outil de travail des militaires, mais cet outil de travail, ça montre qu'il y avait un malaise. Et donc il y avait un malaise profond. Et donc la présence des militaires aujourd'hui, je ne le vois pas, cette présence en train d'être évacuée très rapidement. Et si on le fait, eh bien on prépare une autre situation, une autre déflagration
peut-être dans 1 an ou 2 ans. En tout cas, le Mali, on en reparlera certainement. Le temps pour nous de souffler et de revenir dire un mot sur la Côte d'Ivoire. Après avoir goûté, tu veux partir. T'as projet et nos rêves, tout en couche, tu vas mourir. Je me sens perdu, mon cœur souffre le martyr. Tu me laisses en blanc, amour en miettes, tu l'ai senti. Aïe, 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 aïe. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai toujours pris sur moi, j'ai même changé celle que j'étais. J'ai repoussé mes limites, changé le cap, laissé mes potes pour rejoindre ton équipe. Tout ce qui comptait, c'était nous deux, je voyais ma vie à tes côtés. Je me suis prêté à tous les jeux, car pour toi j'aurais tout donné. J'aurais pu donner mon être et mon âme, mon identité, ma vie entière, mais tu ne m'aurais pas validé. Tes yeux se ferment face à mes efforts, j'ai tout essayé. Même si la lune tombait pour toi, ce ne serait jamais assez. Royal FM. Alors, Cédric Mbok, on va dire un mot sur la Côte d'Ivoire. Hein. C'était annoncé, mais le président Ouattara a prêté serment. Il a été, il a été investi le 22 de ce mois. Ça veut donc dire qu'il est candidat à la présidentielle. Et dans un contexte où il a été fortement critiqué, jusqu'au sein même de la CEDEAO dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a eu des collègues là-bas qui n'étaient pas d'accord pour une autre candidature. Le président Ouattara est candidat. Tout à fait. Le président Ouattara a été l'un des premiers à s'insurger contre le coup d'État au Mali. Mais lors de la rencontre, de ce qui nous a été ressorti, il semblerait qu'il y ait eu un accrochage lors de cette rencontre. Entre les présidents. Tout à fait, avec le président de la Guinée. Bissau, oui, effectivement. C'est ça. Le président de la Guinée qui relevait que si on devait condamner des coups d'État militaires, il fallait aussi condamner des coups d'État constitutionnels. Et nous avons souvenir qu'il y a quelques mois, le président Ouattara disait vouloir passer le pouvoir à une nouvelle génération. Et il avait choisi tout à fait. On avait désigné un dauphin qui malheureusement est décédé il y a très peu de temps. Alors il revient sur sa parole et nous annonce qu'il sera candidat, n'ayant pas dans toute la Côte d'Ivoire vu quelqu'un qui pouvait relever, à part Monsieur Feu Bakayoko, Gonk Bakayoko. Donc il nous annonce que... Pardon, merci professeur Gonk Coulibaly. Donc il nous annonce que dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a personne d'autre pour relever la situation. Mais il n'a pas annoncé, hein. Il n'a pas fait cette annonce. Si. Qu'il n'y avait personne. Mais j'ai souvenir du discours du président Ouattara ce soir-là. Le président Ouattara il a dit, afin de préserver la paix et la sécurité au Mali, il n'a d'autre choix que d'accepter les appels. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait déclaré qu'il n'y avait personne. Non, évoluer, c'est simplement qu'il n'y a personne d'autre. Ça, c'est du sous-entendu. Oui. Nous pouvons dire que c'est un sous-entendu. Sauf qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous savons, connaissons le passif de la Côte d'Ivoire, nous savons dans quelle situation déplorable le président Ouattara est arrivé au pouvoir. Et nous savons que des tractations et des négociations avaient eu afin qu'au terme de ces 2 mandats, le pouvoir soit passé à d'autres forces politiques, des forces politiques qui aujourd'hui sont plus ou moins exclues du champ politique. Nous pensons là à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui est aujourd'hui qui n'est même pas sur place. Il a été radié de la liste des électeurs. Donc l'ancien président Laurent Gbagbo, idem, l'ancien ministre Blé Goudé aussi. Donc c'est une situation extrêmement explosive qui se prépare et qui est même déjà là au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous observerons la situation. Alors, Paul Oyono, il a évoqué cela. On voit quand même la suppression de certains noms de la liste électorale, Laurent Koudou Gbagbo, que les militants, d'ailleurs,
continuent de soutenir et ils insistent même en disant qu'ils n'accepteront jamais cette décision de justice parce que Gbagbo doit porter sa candidature à la prochaine présidentielle. Et il faut aussi préciser que la date limite de cette candidature, c'est le 31 août. Je crois lundi prochain. On n'en parlera plus après ce délai-là en vue de la présidentielle. Et aujourd'hui, voilà dans une Côte d'Ivoire avec ces acteurs politiques-là écartés, et bien qu'ils ne soient pas les seuls. Est-ce que c'était donc préparé pour le président Ouattara? Bon, écoutez, le président Ouattara, à mon sens, c'est un terroriste politique. Terroriste politique, moi, vous le dites. Je te dis que... Il a quand même 10 ans avec un bilan positif, hein? Ça, c'est vous qui le dites. Parce que là, encore, il faut relativiser. Le président Ouattara n'est pas, à mon avis, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Parce que, et en plus, vous savez, aujourd'hui, en dehors de ceux qui ont été radiés de la liste, il y a un système de parrainage maintenant. Et ce système de parrainage est un chemin de croix pour les petits partis. On parle de quelle démocratisation? Parce qu'avec le système de parrainage, effectivement, on peut déjà déduire qui supporte qui. Donc, je pense que M. Ouattara est tout simplement il est le premier violeur de la Constitution. Le tout premier. Parce que, et c'est même un mépris à l'intention de toute la communauté. Ses partisans et lui disent quand même qu'après la révision constitutionnelle, son compteur de mandat a été remis à 0. Donc il a le droit de porter sa candidature. Oui, ils ont envie de... Parce qu'ils considèrent ça comme étant le premier... Qu'est-ce qu'ils ont appelé ça comment là? Le premier mandat, de la Troisième République. Mais c'est de la foutaise, écoutez. C'est la foutaise. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on remette les choses dans l'ordre. Je pense qu'on doit revenir à l'ordre institutionnel. Et il faut rappeler que l'article, je ne rappelle pas, l'article 55 ou 183 de la Constitution de la Côte d'Ivoire parlait déjà précisément de ce cas-là. Donc, à mon sens, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour moi, largement démontre encore la faille, la faiblesse des institutions en Afrique. La faiblesse des institutions. Alors, professeur, aujourd'hui, on parle, dernièrement, il y a eu quelques mouvements. Il y a eu des morts, autour de 10, parce que environ 6 ou 7 morts. Et on parle de déplacés déjà à hauteur de 1500, peut-être c'est plus même. Et en dehors de ça, le président, dans son discours d'investiture dernièrement, il a quand même rappelé qu'il veillerait à ce que le pays soit stabilisé. Mais déjà, ça commence avec les problèmes. Comment le pays pourra-t-il être stabilisé? Écoutez, il a même annoncé que l'élection va très bien se dérouler. Écoutez, quand on a été porté à la tête de l'État, après une contestation post-électorale et que le bilan est celui de 3000 morts, ce n'est pas 10 morts ou quelques déplacés qui pourraient émouvoir ce genre de personnes. Et moi, je vais saluer l'intelligence politique de Ouattara. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en liberté entre guillemets. En liberté entre guillemets. L'une des critiques qu'on a fait du tribunal de la Cour pénale internationale, c'était qu'elle n'a jamais enquêté dans le camp adverse. Et bien là, le président Ouattara tient un piège terrible. Une épée de Damoclès lourde pèse désormais sur la tête de Gbagbo, de Soro et de Blé Goudé. Je vais expliquer pourquoi. On veut bien comprendre. Le président Ouattara aujourd'hui est candidat du RHDP. Donc les élections vont être organisées le 31 octobre. Et donc, ceux qui vont contester les élections viendraient implicitement des camps de Soro, de Blé Goudé et de Gbagbo. Et le président, le camp Ouattara, tiendra alors là l'argument de taille sur la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et va renvoyer ces gens à la Cour pénale internationale. Voilà un peu le calcul cynique qui est fait par le président Ado. Par le camp de Ouattara. Et visiblement, vous voyez, on a mobilisé... Mais professeur, si entre-temps la Cour pénale internationale se prononce déjà sur le cas Gbagbo,
étrange, avant peut-être la présidentielle. Écoutez, le sort de la participation de Gbagbo aujourd'hui n'est plus lié à sa situation à la Coupe pénale internationale. Son nom a été radié des listes sur la base d'une condamnation en Côte d'Ivoire. 20 ans. Et donc, il n'a rien à voir avec ce qui se passe à La Haye. Rien du tout. Donc, même s'il est acquitté totalement ce soir, après cette émission, il reste condamné en Côte d'Ivoire. Et la condamnation de Gbagbo, Ouattara le sait, va susciter des réactions en Côte d'Ivoire, va certainement conduire à des réactions violentes, et il est possible que le camp Ouattara accumule un certain nombre de preuves. Parce que jusqu'ici, ce que l'on a, c'est qu'il a la légitimité institutionnelle. C'est ça la réalité. Il est candidat aujourd'hui. Il aura certainement en face de lui un candidat du PDCI. Alors, il y aura des contestations, parce que vous avez vu, les gens demandent, ils auront peut-être demain déposé la candidature de Laurent Gbagbo qui va être rejeté. Ça va mettre du feu aux poudres. Et on va entrer avant l'élection dans un contexte difficile. Est-ce qu'il faut apprécier... Instrumentalisé. Professeur, est-ce qu'il faut apprécier cette intelligence, comme vous l'avez appelé, ou alors il fallait rester sensible au soulèvement du peuple? Écoutez, je ne dis pas que ce qu'il a fait, bon, je fais une analyse de la stratégie qui est mise sur pied. A dit, aucune vie humaine ne doit être perdue parce qu'un individu va être président de la République. Ça, je suis tout à fait, vraiment, on doit être d'accord là-dessus. Mais vous savez, je l'ai dit à l'entame de mon propos, quand on a accédé au pouvoir, après qu'un chef d'État a été enlevé du palais présidentiel et envoyé en prison, eh bien, on n'a que cure des commentaires ou de ce que nous autres qui sommes restés des humains, de notre sensibilité. Vraiment, le plus important, c'est de devenir président. Pourquoi? Quel est même l'enjeu, au fond? Vous savez, le discours qui est tenu en Côte d'Ivoire par les responsables de RHDP, c'est que le retour de Soro, le retour de Ouattara, de Gbagbo, c'est l'annonce de la vengeance. C'est le drapeau rouge de la vengeance. À tort ou à raison, c'est le sentiment qu'ils ont. Et Ouattara lui-même a la conscience que la seule possibilité pour lui de s'assurer un avenir, la seule possibilité pour les individus comme Ahmed Bakayoko de s'assurer un avenir, c'est de demeurer au pouvoir. Il nous a pas échappé qu'il y a, je crois, 2 mois, une histoire est sortie de nulle part sur les narcotrafiquants qui agiraient sur la côte, puis qui impliqueraient la Guinée-Bissau, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Et on a mis en avant quand même celui qui s'est présenté comme l'homme fort. Après Gonkoulibaly, celui qui s'est présenté véritablement comme l'homme fort, Ahmed Bakayoko. Et donc, ce sont des stratégies qui pouvaient venir même du cabinet de Ouattara pour faire comprendre à tout le monde. Nous avons des dossiers noirs, on a intérêt à se maintenir et aller de l'avant. Et donc, la stratégie de Ouattara semble payer aujourd'hui. Parce qu'il a la légitimité, entre guillemets, institutionnelle, et donc pose des actes en tant que président de la République avec le soutien de la Cour constitutionnelle et de la comment ils appellent ça, de l'organe en charge des élections. La CI. Voilà, de la CI. Commission électorale indépendante. Il a leur appui, et donc je dis sa candidature est acceptée, celle de Gbagbo n'est pas acceptée, cela va susciter des réactions, et je peux vous dire que chaque élément qui va être pris, et suivre même le discours des autorités ivoiriennes aujourd'hui, en fait c'est un discours qui prépare la communauté internationale à dire s'il y a des autres, c'est parce que les autres ne sont pas préparés. Et il a dit pendant son discours d'investiture, les autres ont peur, ils veulent installer le chaos, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Et donc toute situation chaotique serait la manifestation de la peur du camp d'en face. Et le camp d'en face, il est identifié, c'est celui de Gbagbo et de Guillaume Soro. Fabrice Neminemi, doit-on parler d'un coup d'État constitutionnel comme quelqu'un l'a dit? Oui, c'est bien évidemment un coup d'État constitutionnel parce que
lorsque l'on observe ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un cas isolé ou bien un cas inédit. C'est tout simplement le reflet de tout ce qui a toujours été d'actualité en Afrique au sortir du monopartisme. Avec l'avènement du multipartisme au début des années 90, on a constaté dans la plupart des États africains une réécriture de leur constitution. Et la plupart de ces États, de ces constitutions dans divers États prévoyaient des mandats à 2. On a donc observé pour certains au courant de la décennie 2000, pour d'autres au courant de la décennie 2010, avoir des chefs d'État qui utilisaient le mécanisme légitime pour eux, pour se pérenniser au pouvoir, c'est-à-dire gommer la Constitution, réécrire une Constitution qui leur permettrait de se représenter à nouveau à des élections présidentielles. Ça a été le coup en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays, en Afrique, que ce soit en Afrique orientale ou bien en Afrique australe. Avec donc ce mécanisme qui est mis en avant dans la plupart des États africains, on constate tout simplement que le respect des institutions a foutu le camp dans la plupart de nos États, ce qui fragilise davantage non seulement les institutions africaines, mais également les États africains qui, pour la plupart, vivent sur le fil. Parce que lorsque ceux-ci vivent sur le fil, le fil peut se couper à tout moment. Et cela donne donc une certaine légitimité à un certain nombre d'acteurs politiques qui voudraient également changer cette manière de faire, d'accéder au pouvoir. Raison pour laquelle on a parfois eu à observer des coups d'État. Et cela remet même en cause la bonne foi, non seulement des institutions, des organisations régionales africaines, mais également des États africains. On a souvenance du fait que lorsque l'OUA vivait ces dernières années, elle avait eu à mettre en avant la décision d'Alger qui avait pour but de permettre un certain système de démocratisation des États africains, laquelle a été entérinée à Addis Abeba en 2017 avec la charte africaine de la démocratie et des élections et de la gouvernance, la CADEC, qui avait pour but de faire en sorte que d'inciter les États africains à respecter non seulement les institutions politiques, mais également à respecter l'ordre constitutionnel de leurs États pour éviter, parce que la finalité de la CADEC était d'éviter le scénario des coups d'État qui a favorisé non seulement les conflits sociopolitiques, mais également parfois des conflits interétatiques. Donc, on constate donc que pour le cas isolé de la Côte d'Ivoire, puisque c'est de ce cas dont nous parlons, on constate tout simplement que le président Alassane Ouattara n'a tout simplement pas respecté l'ordre constitutionnel des choses, puisque avec la dernière révision constitutionnelle qui prévoyait un mandat à 2, on constate tout simplement que celui-ci a tout simplement violé de manière ubuesque cette constitution ivoirienne-là. C'est la raison pour laquelle il y a donc certaines contestations qui estiment que Ouattara n'a plus la légitimité, la légalité de se représenter à nouveau à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. François Ngendia, est-ce que la Côte d'Ivoire interpelle le continent aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, de quelle manière? Parce qu'il faudrait peut-être qu'on revoie les méthodes démocratiques, la démocratie que nous employons, que nous utilisons aujourd'hui. Ce que j'appelle quelque part un greffon, une greffe mal faite. En fait, il s'agit de quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas... Fabrice a dit ceci, il a dit que le président Ouattara a vu la Constitution, mais que non, oui, peut-être la Constitution européenne, c'est que nous avons hérité de la colonisation, mais pas celle africaine. En fait, il faudrait comprendre que le système politique africain, lorsqu'on veut le comprendre, on ne peut pas le lire sous le prisme de Platon ou de quel théoricien de la politique occidentale, mais il faudrait peut-être voir sous le prisme de Pierre Bourdieu ou sous le prisme de je ne sais pas quel socio-anthropologue. Il faut le voir sous le prisme de la socio-anthropologie africaine. En Afrique, le pouvoir vient d'abord de Dieu. Le pouvoir est divin. Ça signifie quoi? C'est que lorsque on est au pouvoir, tant que les dieux n'ont pas encore voulu, on ne peut pas partir. Peu importe les méthodes utilisées pour y rester. Alors, les méthodes, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les méthodes utilisées
arrive parce qu'il y a une inadéquation entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce qui est, c'est quoi? C'est ce que on nous a imposé pendant la colonisation, et que par un discours, pour parler des pays d'Afrique noire francophone, par un discours prononcé par quelqu'un à la bolle, où on décide que l'aide sera conditionnée avec l'ajustement des principes démocratiques. Vous comprenez, ce n'est pas une réaction volontaire, ce n'est pas un processus volontaire, c'est un processus qui nous a été imposé de l'extérieur. Du coup, il ne peut pas fonctionner. Le greffon n'a pas pris. Il faudrait que l'Afrique repense son système politique. Il faudrait que l'Afrique reconstruise son idée démocratique, sa conception démocratique. Quelle est la conception que l'Afrique a de la démocratie? À partir de là, nous aurons peu de coups d'État constitutionnels et moins de problèmes. Nous aurons peu de coups d'État militaires au Mali. Nous aurons peu de présidents qui se permisent au pouvoir pendant qu'on s'attend. Mais ce qui se casse, c'est quoi? C'est que, quelle que soit la personne qu'on y mettra là, à l'instant là, il fera la même chose. Ok, rapidement, hein, on va parler de notre thématique centrale. Oui, si vous nous permettez, lorsque François parlait du fait que le pouvoir vient d'abord de Dieu, il faisait référence à ce que Ouattara, c'est une réalité, non? Ouattara est en train de faire vraiment. Nous avons été choqués par ces propos, nous ne pouvons pas laisser ça ainsi. Est-ce que le pouvoir ne vient pas de Dieu, Fabrice Lemi? Laissez-nous nous expliquer. Il est parfois reconnu, et c'est une maxime latine qui dit Vos populi, vos dei, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est celle de Dieu. À partir du moment où un président Ouattara n'a plus une certaine légitimité au sein de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'un des présidents ivoiriens les plus impopulaires que la Côte d'Ivoire n'ait jamais eu. Alors que les Oufouettis sont derrière lui. À partir de ce moment où le peuple ne vous soutient plus, d'une manière ou d'une autre, ce pouvoir ne vient plus de Dieu. Rapidement, un mot. Placez un mot, Paul. On va sortir de ce sujet. J'interroge surtout de manière très stratégique le rôle de la CEDEAO. Et là, je finis en disant que la CEDEAO est un instrument, tout simplement, que M. Ouattara utilise pour vraiment continuer à violer la Constitution. Où était la CEDEAO? Quand il s'agit du cas du Mali, la CEDEAO, c'est-à-dire, elle intervient. Mais quand il s'agit de Ouattara, on ne voit plus la même CEDEAO. C'est pas aussi la même chose. Ouattara est encore au pouvoir. On ne l'a pas renversé. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Parce que moi, je pense sincèrement que la CEDEAO est un instrument qu'on utilise. Et bon, peut-être on va revenir là. Alors, ça, c'est vous. Certainement, nous y reviendrons. Alors, avec Ulrich, on va encore souffler pour venir parler de notre sujet central. Vous êtes bien sur Regard sur la diplomatie, ça se passe sur 88.4. On va parler de notre sujet central tout de suite et avec vous Fabrice Nemi. Commençons par définir ce qu'est une organisation internationale. C'est quoi une organisation internationale? Une organisation internationale, c'est un regroupement des États souverains qui partagent en commun des mêmes idées, des mêmes idéologies et qui ont pour but de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés par la voie d'une coopération multilatérale. Et il faut comprendre que par organisation internationale, l'adhésion à une organisation internationale se base sur un certain nombre de critères. Il peut y avoir des critères géographiques, par exemple pour le cas des selles régionales en Afrique. Il peut y avoir des critères politiques, idéologiques pour le cas de l'Union européenne. Il peut également avoir
des critères tout simplement d'universalisation de la coopération pour le cas de l'ONU, qui est l'organisation mère de toutes les organisations internationales. Donc voilà un peu en gros ce que nous pouvons entendre par organisation internationale. Fabrice, Ngendia, monsieur Ngendia, comment intègre-t-on une OI, une organisation internationale? Bon, il y a plusieurs mécanismes. On peut intégrer une organisation internationale par en étant État membre fondateur, pays fondateur, dit qu'à la création de l'organisation, vous êtes là. À ce moment, vous intégrez de manière, on va dire, une intégration de fait, parce que vous avez été à la fondation. Vous pouvez aussi intégrer l'OI en ratifiant, je vais appeler quoi, les accords de la charte de cette organisation internationale. C'est-à-dire que lorsqu'elle a été créée, et vous l'intégrez plus tard. C'est le cas peut-être si on prend le cas de la CEMAC. La Guinée équatoriale n'est pas membre fondateur de la CEMAC ou bien de l'UDIAC, mais elle a intégré plus tard en ratifiant les textes de cet État-là. Donc, on peut intégrer une organisation internationale de deux manières principales manières. Une intégration de fait, en étant membre fondateur, et aussi une intégration, latente, en ratifiant les textes plus tard. Donc, voilà un peu les deux manières. Et pourquoi il faut intégrer une organisation internationale, professeur? Bien, ça dépend des objectifs que poursuit cette organisation internationale. Et puis, vous savez, le monde est géré par les réseaux. Si vous mettez à l'écart, vous mettez également à l'écart de tout ce qui est fait à l'intérieur et de tous les avantages que cela représente. Donc, ces organisations représentent un peu les réseaux? Oui, ce sont des réseaux. C'est par essence, ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux qu'il faut pouvoir intégrer. Et puis maintenant, savoir comment jouer avec ces organisations. Parce que on n'adhère pas à une organisation en se disant, écoutons, dès que nous sommes membres, on n'aura que des avantages de ces organisations. Quand on adhère à une organisation internationale, on se dit bien, on garde la lucidité de savoir que c'est un réseau qu'on peut utiliser, et en même temps, c'est un réseau qui peut nous utiliser, mais qui peut s'abattre contre nous. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des enjeux importants. Il y a des enjeux très, très, très importants. Je pense qu'on aura l'occasion, dans le cadre de l'émission, de revenir davantage là-dessus. Je prends un exemple très simple. Le Cameroun adhère au Commonwealth, je crois, en 1995. Et c'est une opportunité de plus. C'est une ouverture de plus. C'est un réseau de plus pour le Cameroun. Le Cameroun peut faire prévaloir au sein du Commonwealth son bilinguisme, peut faire prévaloir son histoire, peut rappeler qu'il y a la réunification. Maintenant, à contrario, c'est qu'à partir de 1997, le Commonwealth interroge le processus électoral au Cameroun. Et donc, c'est un peu ce genre de relations que nous avons. Le Cameroun a accepté Amnesty International, nous faisons des rapports, nous justifions devant Amnesty International. Et il faut aussi, à l'inverse, accepter qu'Amnesty International s'interroge sur le comportement des militaires, sur le comportement des individus. Et donc, c'est un peu ce jeu qu'on a dans les relations qu'on a avec les organisations internationales, mais qui font la vie, justement la vie, le théâtre international. Et il est bon d'y adhérer parce que ce sont des moyens d'expression, ce sont des moyens de mise en avant, de rayonnement diplomatique. C'est très important pour les États. Alors Paul Oyono, il y a que les États, oui, sont membres, mais souvent ces États se font représenter par des acteurs qui sont des hommes, peut-être appelés à diriger ces organismes-là. Alors avec donc ces hommes, comment ça se passe? Bon, il faut déjà dire que au niveau des organisations internationales, comme on le disait, c'est un regroupement d'États autour d'un intérêt commun. Parce qu'il y a une célèbre citation en relations internationales qui dit que les États n'ont pas d'amis, mais plutôt seulement des intérêts. Donc à chaque fois que des États se regroupent, que ce soit autour d'un pouvoir politique ou un pouvoir social ou économique, c'est pour des intérêts. Le professeur parlait de réseaux. Des réseaux, des alliances, dans un monde globalisé. Donc, concernant la représentation dans les organisations internationales, il faut dire que c'est pour un pays qui réussit à positionner son candidat, c'est une grande fierté, à la fois nationale, mais aussi pour l'Afrique. Je prends peut-être le cas si on parlait du Cameroun, par exemple, au sein de la SECNA. Vous voyez, si on réussit à positionner le candidat du Cameroun, c'est une fierté à la fois nationale, mais aussi une fierté, n'est-ce pas, africaine ou sous-régionale. Et vous voyez qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'actualité, vous savez que le professeur Kenyé, récemment,
hybride du côté des États-Unis, en gagnant le prix du meilleur, l'excellence de la recherche scientifique. Il faut dire que c'est autant de choses qui font en sorte que le positionnement des nationaux dans les organisations internationales est un jeu stratégique. Parce qu'en même temps, ils doivent être soutenus, accompagnés par leurs États. Et il y a beaucoup d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Ça ne se fait pas au hasard. Donc c'est une sélection vraiment qui se base à la fois sur les éléments fonctionnel, on regarde l'expérience, le parcours de l'individu, est-ce qu'il est capable d'assumer cette tâche, mais est-ce que surtout c'est un bon diplomate, parce qu'il faut dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans une organisation internationale, c'est vrai, on lutte pour un intérêt commun, mais on représente d'abord son pays d'origine, même si on ne parle pas servi son pays d'origine. Alors Cédric, comment se passe donc, quels sont les éléments qui entrent dans ce processus-là? Bon, cela dépend du contexte et surtout de l'organisation, du processus de sélection de certaines organisations. Pour adhérer à ces institutions... C'est forcément par concours, par exemple, ou alors juste des... Ça se passe comment? Comme je dis, ça dépend de certaines... Par exemple, pour le cas de la SECNA, je pense... je ne suis pas très bien informé sur le sujet, mais je pense quand même que ça passe au niveau de... C'est une élection. Ce sont des élections, exactement. Oui. Donc, ce sont les pays membres, en fait, les représentants des pays membres qui élisent leurs candidats. Bon, dans d'autres structures, ça peut passer sur la base d'un concours. Généralement, on étudie les dossiers, les meilleurs dossiers, sous fond de lobbying, parce qu'il y a toujours un lobbying qui sous-tend ces candidatures-là. On peut adhérer à ces organisations en tant que membre et dirigeant. Oui, Gendia. Non, je voulais surtout revenir sur un point, c'est-à-dire l'adhésion. Pourquoi? Parce que la véritable question, c'est pourquoi même adhérer? Oui, pourquoi adhérer? En fait, les organisations internationales fonctionnent sous la base de la neutralité, c'est ce qu'on nous dit généralement. Il faut dire, lorsqu'on est membre d'une organisation internationale, on travaille beaucoup plus pour cette organisation internationale. Enfin, on travaille et non pour son pays. Oui, on travaille essentiellement, mais ce n'est pas toujours très juste. L'adhésion d'un membre, bien, l'oppositionnement d'un membre, d'un membre, d'un individu appartenant à l'État à une organisation est une source d'information. C'est-à-dire, à partir du poste que l'individu occupe, on est sûr de pouvoir avoir des informations. Le point focal. Oui, focal. À notre point d'information, il y a peut-être des points de financement. Vous voyez, si vous avez un membre, un membre qui est peut-être au poste de directeur de la Banque mondiale, bien évidemment, vous aurez, vous pourrez avoir des points, vous pouvez bénéficier quelques avantages, des crédits, des crédits au point de la Banque mondiale, avec beaucoup de facilité, donc un individu, un ressortissant de l'État dans un poste qui est dans un poste stratégique dans une organisation internationale est généralement une source de fierté. C'est toujours généralement une source de rayonnement diplomatique parce que, au-delà de l'information, on bénéficiera des avantages liés qu'offre cette organisation internationale-là. Dans le processus donc, de désignation peut-être des représentants, Fabrice Némé, qui fait quoi? Non, dans le processus de désignation des représentants, je pense que c'est d'abord l'État membre de cette organisation qui propose un de ses nationaux, à un poste à pouvoir. Et de ce fait, dites c'est l'État qui propose? Oui, c'est l'État membre. C'est-à-dire, par exemple, le Cameroun est membre de l'ONU, le Cameroun est membre de l'Union africaine, il y a un poste à pouvoir. Donc, il a de bons droits que le Cameroun, s'il veut concourir à ce poste-là, puisse proposer un candidat. Mais dans le processus maintenant de désignation de ce candidat-là, il faudrait encore que l'État qui a proposé son ressortissant puisse faire une sorte de lobbying auprès des autres membres pour pouvoir... Fabrice, peut-être avant d'arriver au niveau du lobbying, vous dites l'État membre, l'État devrait proposer son candidat. Est-ce que c'est ce qui se passe par exemple au Cameroun? Parce qu'on a comme impression que souvent, ou alors dans certains États, le candidat qui peut-être d'une certaine manière appartenait déjà à l'organisation ou on ne sait pas, eu vent du processus de recrutement, je ne sais pas comment adhérer, essaye de monter son dossier comme ça dans la foulée et une fois c'est connu,
le pays veut maintenant récupérer pour soutenir. Est-ce que ça ne se fait pas? N'allons pas vite en besogne. C'est-à-dire, nous avons dit, lorsqu'il y a un poste à pouvoir, il a de bons augures que l'État, s'il souhaite s'accaparer de ce poste, puisse proposer un candidat pour pouvoir avoir un représentant à ce poste-là. Maintenant, pour votre question pertinente à laquelle vous avez posé concernant le Cameroun, on a beaucoup plus remarqué que la plupart des fonctionnaires camerounais qui exercent la fonction publique internationale ont pour la plupart accédé à ces organisations internationales avec leurs propres moyens. De ce fait, lorsque ceux-ci parviennent à émerger, on constate tout simplement qu'ils parviennent à avoir du soutien sur le plan diplomatique de l'État. Donc, on constate que... c'est-à-dire le pouvoir essaie de récupérer... Le pouvoir essaie de récupérer parce que ceux-ci ont accédé à ces organisations internationales avec leurs propres moyens. On peut prendre le cas de notre valeureuse compatriote qui est adjointe au secrétaire, nous oublions juste son nom. Oui, Vera Songhé. Cette fonctionnaire internationale a pu adhérer à l'ONU par ses propres moyens. Et on a constaté qu'au vu de son ascension, elle a pu avoir une certaine reconnaissance de la part du Cameroun. On peut également citer un autre cas d'un compatriote qui dirige le CAFRAT. Celui-ci a eu accédé à cette organisation intergouvernementale par ses propres moyens. C'est pas la suite que le Cameroun vienne à lui apporter son soutien. Ngedja, oui. Le professeur d'abord. Bon, mais je préfère d'abord vous donner la parole, Ngedja, parce que vous semblez ne pas être d'accord avec... Vous deux d'ailleurs. Allez-y. Le mot oui, parlez dans le micro. Le mot récupérer. Non, c'est pas exact. Deuxième chose. Dès lors qu'on va seul, on est seul quand on commence, après à un moment, parce qu'on voit quand même le rayonnement ou alors la position que ça peut nous donner et on vient se positionner. Ce n'est pas une récupération? Je prends un exemple très banal, le football. Répondez. Oui, non, je réponds. Je prends un exemple banal, je réponds en prenant un exemple banal, le football. On veut construire l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas l'État de proposer les joueurs, c'est que les joueurs se proposent d'avoir sur la base. C'est comme ça que ça se passe dans la fonction publique internationale. Ça dit quoi? C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui pressent qu'il peut occuper ce poste-là, monte son dossier, l'État regarde ce dossier, si le dossier est conforme. Est-ce que c'est ce qui se passe toujours? Que l'État regarde le dossier avant qu'il ne soit porté? L'État ne propose pas un candidat X nihilo. Est-ce que c'est l'État qui propose toujours les candidatures? C'est la question que je vous pose. L'État soutient les candidats qui ont été... Et dès lors que l'État vient soutenir une candidature qui était déjà avancée, que fait l'État? Non, permettez-nous. Pour prendre un exemple sur ce point de vue, on a observé en France, par exemple, avec le ministre... Rapidement, Pierre Moscovici, il était ministre. Il avait un poste à pouvoir, passe la commission des affaires économiques, il a dû démissionner de son poste. Il a eu le soutien de la France qui a eu alors proposé à cette commission-là. C'est comme ça. Il a été proposé. Voilà. C'est comme ça qu'il a été élu. Mais il démissionne d'abord. C'est-à-dire que la candidature est avancée, il pressent qu'il peut le faire. Ngedja, ma question à vous adresser était de savoir si l'État est toujours là en train de proposer les candidatures. On va d'abord vers le... Oui, professeur. Je pense qu'il faut faire le distinguo dans le fonctionnement des organisations internationales. Parce que toutes ne fonctionnent pas de la même façon. Voilà. Il faut qu'on soit d'abord d'accord là-dessus. Et donc, il y a des organisations dont le fonctionnement permet à un individu qui a fait carrière, qui est arrivé par ses propres moyens, par ses réseaux, qui a fait carrière, d'atteindre même le sommet sans qu'on ait une intervention de l'État. Maintenant, il y a des organisations, un peu comme l'Union africaine, peut-être pour être commissaire au niveau de l'Union africaine, c'est quand il y a un poste vacant, l'État, à travers le ministère des Affaires étrangères, je crois que c'est plus clair là, sollicite le poste et prépare la candidature du postulant camerounais. Et nous avons un des exemples, c'est le commissaire Agnan Ouessara, qui était vice-recteur à l'université de Bamenda, comme ça, en charge de l'éducation, des ressources humaines de la commission de l'Union africaine. Eh bien, il y a eu un appel à candidature. Et donc, le gouvernement camerounais, par le biais du ministère des Relations extérieures et du ministère de l'Enseignement supérieur, ont préparé une candidature.
Maintenant, il y a un autre cas, celui du président du Parlement panafricain, avant lui-même le secrétaire général adjoint du Parlement panafricain. Ça a quasiment été la même démarche, c'est-à-dire qu'il y a un poste et l'État porte son candidat et non apporte tout le soutien. Et donc il faut faire le distinguo. Il y a des cas de figure, les organisations où on n'a pas nécessairement besoin du soutien de l'État, mais il y a des organisations où quand il y a un poste vacant ou bien quand il y a ouverture de poste, eh bien l'État a l'obligation de porter la candidature. Et le cas de la SECNA est assez révélateur là-dessus, c'est-à-dire que le ministre des Relations extérieures et le ministre des Transports, parce qu'ils sont deux, reçoit les ambassadeurs, il leur fait comprendre pour le lobbying. Il y a un candidat camerounais et puis il y a un certain lobbying que l'on fait. Ça a été le cas, par exemple, je finis par là, pour l'actuel secrétaire général de l'Union interparlementaire, qui est un Camerounais. Et puis on a vu la diplomatie parlementaire camerounaise, même la diplomatie classique, s'est mise en marche pour convaincre les parlementaires à travers le monde de la nécessité qu'il y avait à soutenir la candidature camerounaise. Donc il faut bien distinguer les deux cas de figure. Oui, professeur, restons d'abord avec vous. Dans le cadre du soutien peut-être des dossiers qui y vont, ou alors du CV, le travail en amont doit être lequel? Écoutez, le travail en amont, c'est celui d'identifier le bon candidat. Vraiment d'identifier le bon candidat et de le mettre dans les conditions qui permettent son élection. Et donc, par exemple, pour le cas de... Certainement, on pourra identifier lorsqu'on en a plusieurs. Oui, pour le cas du professeur Sarah, il y a eu plusieurs candidatures. Et quand il n'y en a pas plusieurs? Bon, quand il n'y a pas plusieurs candidatures, on s'arrange à ce que la candidature qui est là soit meilleure par rapport à ce qui est présenté en face. On s'arrange pour qu'elle soit meilleure. Et puis maintenant, le tout, et c'est là il est important de le faire comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'équation personnelle de chaque individu. C'est-à-dire que l'État a beau porter votre candidature, mais il y a des équations personnelles, il y a des stratégies que les candidats mettent eux-mêmes en jeu. Et c'est là ce qui permet de comprendre que vous avez un candidat au poste de commissaire de l'Union africaine qui a des connexions au sein de l'Union africaine, peut-être de par son passé, son vécu à l'Union africaine, ou de par son métier d'enseignant d'université, et donc qui met aussi parallèlement à la diplomatie classique, qui met en jeu un ensemble de réseaux, et donc qui peut aboutir au choix sur l'un ou sur l'autre candidat. Mais en amont, c'est l'État qui prépare la candidature avec le soutien du candidat, et maintenant tout se joue dans le contexte, soit celui d'une élection, soit celui d'une nomination, et donc l'État en ce moment-là, par son représentant, va user de tous les atouts qui sont les siens. Paul Oyono, est-ce que on devrait, dans ce cadre-là, ou alors dans ce processus-là, considérer les forces en présence? Est-ce qu'on devrait considérer les forces en présence, c'est-à-dire? C'est-à-dire voir déjà quels sont les différents profils dans la préparation de notre candidature. Oui, tout à fait. Comme tout recrutement dans une structure, qu'elle soit privée ou publique, il faut bien étudier les différents profils. Parce que je le disais déjà ici à l'entrée en disant que c'est bien de vouloir avoir un représentant dans une OI, mais c'est d'abord un symbole diplomatique. En d'autres termes, on n'enverra pas n'importe qui représenter son pays au sein d'une organisation internationale. Ce qui veut donc dire qu'il y a une évaluation minutieuse des différents profils des candidats. Et la plupart du temps, lorsqu'on observe ces candidats, leur profil, je vous l'ai dit, on se rend compte que ce sont des personnes, effectivement, qui soit ont déjà roulé leur bourse dans le domaine de la fonction publique internationale, ou alors ce sont des personnes qui ont des expertises avérées en ce qui concerne le poste à pouvoir. Et comment bénéficier donc du soutien? Est-ce qu'il y a peut-être quelques prédispositions pour bénéficier d'un soutien quelconque, Fabrice?
Peut-être pour revenir rapidement sur ce que Oyono a dit, c'est pas que ce que les candidats que les États proposent dans les postes à pouvoir ont déjà pratiquement roulé la bosse. C'est tout simplement que la plupart sont d'ailleurs des hommes d'État, et en tant qu'hommes d'État ou bien ministres, ce sont un peu des diplomates, un peu des réserves. Et lorsqu'ils ont dans le statut de diplomate des réserves, lorsqu'on estime, si l'État estime que ce diplomate de réserve ou bien ce homme d'État-là peut valablement représenter l'État dans une organisation internationale, on va le proposer. C'est le cas de plusieurs représentants des organisations internationales qui ont eu à servir dans leurs États. On prend même le cas de l'actuel secrétaire général des Nations Unies. Il a été Premier ministre au Portugal. Après, il a eu à occuper un poste au HCR avant que celui-ci n'occupe le poste actuel. Donc, c'est tout simplement des hommes d'État qui, parce qu'ils ont le statut de diplomate de réserve, peuvent dans certains cas, bien évidemment. Dans certains cas, peuvent bénéficier du soutien de leurs États. On peut revenir à votre question. Comment bonifier une candidature ou un CV de candidat? Alors, comment bonifier un CV de candidat? C'est tout simplement que ce candidat-là ait eu à servir, a eu à faire un certain nombre d'états de service d'abord sur le plan national, afin que son CV ou bien sa candidature soit du moins plus davantage séduit les autres États qui puissent voir en cette candidature quelqu'un sur qui on peut compter pour pouvoir défendre les différents intérêts des États membres. Ngedia, vous vouliez dire ajouter? Oui, en fait, le mot bonifier me dérange tout petit peu, parce que bonifier, ça renvoie quand même à... Tout vous dérange. Oui, ça renvoie quand même à ce que, à dire, on a l'impression qu'il faut quand même négocier, il faut monnayer, il faut... Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, généralement, la proposition d'un candidat au poste d'une organisation à laquelle l'État appartient déjà, relève déjà du travail que ce candidat effectue, son CV. Alors, on prend un exemple, c'est tout récemment, on parle d'un Camerounais qui a été élu juge à la Cour du droit de la mer, que je vous avais oui, le professeur, j'oublie un peu son nom. Oui, mais regardez son CV. C'est bien lourd. Oui, diplômé lyrique, oui, il est d'abord diplômé du droit de la mer, il a fait un DA en droit de la mer. Il est diplômé lyrique, il travaille à la fonction publique au Mirex. Ensuite, il a reçu une bourse pour faire cela. Et là-bas, il va faire une thèse de doctorat sur le droit de la mer. Vous voyez, son CV déjà lui permet déjà de pouvoir exercer ce poste. Je peux prendre le deuxième cas au niveau de l'ISESCO, oui, avec le docteur Abdulaziz, qui est l'ISESCO actuellement. C'est d'abord un historien qui travaille sur plusieurs dans le domaine de la culture et qui de surcroît d'un cours à l'issue des raisons, c'est-à-dire qui devient aussi qui a un pan international. Tu vois, le CV parle. Il a même été rejoint récemment par le professeur Mamad Osman. Voilà, qui sont des gens, c'est un historien encore aussi. Vous voyez que le CV parle déjà, le CV favorise, le CV permet. Il n'a plus besoin d'être bonifié, comme le mot vous dérange. C'est là où je rebondis. Et je suis d'accord avec François. Et c'est là où je rebondis en disant qu'effectivement, il y a le profil du candidat qui compte. Qu'on soit homme d'État ou pas homme d'État, Fabrice, le profil, ça compte. Je suis d'accord qu'en principe, ce sont des hommes d'État qui ont déjà naturellement ce statut de diplomate. Mais il y a le profil, parce que ce n'est pas n'importe quel homme d'État aussi qu'on va décider d'envoyer à l'international. Donc je rejoins simplement François en disant que le profil du candidat qu'on veut positionner à l'international compte pour beaucoup. Et quand on fait une sorte d'analyse des différents profils des représentants dans ces eaux, on se rend compte effectivement que ce ne sont pas des gens qui sortent de ex nihilo, ce sont des personnes qui ont déjà eu, bref, qui sont habitués à la tâche. Déjà, pour intervenir aussi sur le sujet, bon, le terme bonifié, moi je ne le vois pas toujours sur le pan sur lequel vous le présentez. Voilà. Des candidatures à ces organisations internationales répondent à un certain nombre de critères. Donc il faut déjà répondre, il faut avoir un certain background, que ce soit sur le plan intellectuel, il faut avoir roulé sa bourse dans toutes ces organisations-là. Mais il faut un critère en plus
Parce que tous répondent à ces critères de base, qui est la compétence. Qu'est-ce qui va démarquer? La bonification maintenant vient du rôle diplomatique. C'est le lobbying là, que sous-tend les États. C'est ça qui permet en fait de bonifier ces candidatures. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faudrait analyser ce terme-là. Donc ce n'est pas qu'il s'agit, on ne prend pas des individus lambda, on ne va pas me prendre pour aller me balancer là-bas, mais il faut quand même quelque chose en plus de votre... Alors en observant donc ce qui se passe au Cameroun, comment est-ce que le Cameroun essaye de gérer ses candidatures? Est-ce que la manière dont cette gestion-là est faite nous satisfait? Ça, tout dépend de chaque observateur. Déjà, il faut dire le Cameroun est rentré pleinement dans le jeu diplomatique depuis les années 70. Donc, on a observé des mouvements très importants du Cameroun sur le plan diplomatique. D'abord, à l'UA, nous avons eu 2 secrétaires généraux de l'UA. De l'OEA, de l'ancienne OEA, qui se sont suivis. Zoé Kanaki et Zoé Kanaki et voilà. Aurélien Tekimbomo. Merci. Donc vous voyez que à ce moment-là, le Cameroun se positionnait très fort au niveau des institutions internationales. Bon, moi je dis c'est la politique du président Ahidjo à l'époque qui faisait tout pour placer les Camerounais au plus haut niveau des institutions. Le président Biya, quant à lui, a une vision de la chose un peu moins flamboyante. Parce que même si nous observons que beaucoup de Camerounais se retrouvent au niveau de ces institutions, le Cameroun n'occupe plus tellement les premières places depuis les années 82. C'est devenu, et ça va même Alors, François Ngendia, le Cameroun n'occupe plus les premières places. Est-ce que ce n'est pas aussi en partie lié au fait qu'au Cameroun, nous n'avons pas de politique nationale de placement de nos candidats? C'est déjà pas très vrai. Alors, prenez les statistiques aux Nations Unies, on dit que le quota... Vous dites que c'est pas très vrai. Oui, le quota des Camerounais aux Nations Unies est plein. Ça, c'est clair. Le quota des Camerounais aux Nations Unies est plein. Alors, c'est la politique nationale au Cameroun qui le rend plein ou bien? Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le nombre de postes à pourvoir aux Camerounais aux Nations Unies est totalement occupé. Vous avez vérifié, c'est de quoi je parle. Oui, allez. Et tous ont occupé ces plans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on aurait toujours voulu que si. On aurait voulu... Parce que le problème du rayonnement diplomatique des Camerounais, dans les organisations internationales commence à se poser à partir du moment où le Cameroun perd, le secrétariat ou bien la commission de la CEMAC avec le dernier président, c'était Antoine Timi. Et toute l'humiliation qui s'est accompagnée avec, c'est à part ce moment que ce problème commence à se poser. Avant cela, il n'y avait pas de problème de position des Camerounais à l'étranger, dans les organisations internationales. Permettez, François, en quelques secondes, on va prendre l'auditeur qui nous appelle. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais bien voulu participer à l'émission. Hein. Oui, on vous écoute. Baissez votre poste, on vous écoute, vous êtes déjà en direct, on vous écoute. Ah d'accord. Bonsoir. Bonsoir, merci. Voilà, ok. Je suis avec intérêt que votre émission, mais je voulais apporter un tout petit éclairage. Je m'appelle Mangamba. Merci. Allez-y, monsieur Mangamba, on vous écoute. Voilà, alors, d'abord, je crois qu'il faut faire un petit distinguo entre les postes électifs et les postes techniques. Alors, pour les postes techniques, c'est directement la candidature, et cela, c'est à partir de P2, P2, P3, P4. Mais à partir de P5, alors là, ça devient politique. C'est là où il y a l'intervention de l'État pour l'appui. Mais en dessous, c'est des postes purement techniques où c'est la compétence individuelle du candidat qui compte. Maintenant, pour ce qui est des postes électifs, il y a un de vos intervenants qui a dit effectivement que toutes les candidatures, un poste n'est pas national, ce n'est pas l'État. C'est un individu qui postule. Et l'État suit cet individu, n'est-ce pas, pour le lobbying et pour des questions de diplomatie. Donc je voulais apporter ce petit éclairage.
Oui. Merci, voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, peut-être un mot. Nguedia, vous aviez la parole en tout cas. Oui, j'étais en train de dire, c'est vrai que j'ai bien perdu le fil des idées, parce que j'écoutais encore M. Mangamba, j'ai perdu le fil des idées. Peut-être que vous pouvez bien me relancer, c'est pas... J'ai perdu les idées. Vous voulez me relancer? Très bien, on va revenir à vous tout à l'heure parce que ce que M. Mangaba disait était aussi tellement très important. Alors, Paul, revenons à vous, Paul. On parlait, la question que je posais à Nguedia, justement, elle me revient, elle était relative à la politique nationale de placement de nos candidats. Est-ce que si aujourd'hui le Cameroun quand même s'il a évoqué tout à l'heure que le fait qu'on ressente ceci par du contexte selon lequel le Cameroun avait quand même perdu un poste, bien évidemment, peu importe ce qu'on pourra dire, est-ce que le Cameroun n'a pas aussi quand même quelque part ce déficit-là en matière de placement de ses candidats? Bon, vous avez dit quand même quelque part... Monsieur Mangamba, vous pouvez nous venir, surtout en SMS, quand bon vous semble. Merci. Vous avez dit quand même quelque part, cela veut dire que c'est pas comme si rien n'est déjà fait, qu'il faut encourager, parce que nous savons que diplomatiquement, le Cameroun est bon en termes de diplomatie internationale avec tout ce qui concerne la fonction publique internationale. Mais, vous persistez. Bon, oui, je persiste. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y. Mais en réalité, concernant le placement, parce que là, vraiment, c'est un sujet très important. Oui. Et il y a effectivement, là, il y a cette défaillance. C'est-à-dire une politique nationale de placement des candidatures à l'international. Là, vraiment, je crois que jusqu'ici, sauf au risque de me tromper, qu'il n'y a pas une politique assez forte de placement. Et on peut même le voir même au plus bas niveau. Parce que il faut dire qu'au Cameroun, l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, c'est-à-dire que dans l'Afrique francophone, est l'une des meilleures en termes de diplomatie, qui a formé des centaines et des centaines de diplomates dans le monde entier. Donc ça veut dire que déjà même au niveau de l'IRIC, parfois, c'est-à-dire qu'on observe que le placement des produits qui sortent de cette grande école de référence, parfois, est une problématique assez importante. Donc je pense qu'il serait bon qu'on adresse vraiment, on s'attarde sur cette politique de placement des candidatures aussi. Alors, professeur, est-ce que cette politique ne pourrait pas aider davantage le Cameroun? Peut-être aussi un observatoire pour regarder les profils souvent et maintenant préparer les candidats à postuler et à les accompagner dans la fonction publique internationale. Écoutez, il faut savoir que au niveau du Cameroun, on sait quels sont les postes. On a au ministère des Relations extérieures, des divisions qui sont en charge, qui s'occupent des organisations internationales et qui savent donc exactement qu'il y a des postes à pouvoir. Mais il ne faut pas faire comme si le Cameroun évolue dans un monde où rien ne bouge. C'est pas que le Cameroun a un problème de placement de ses candidats, mais en réalité, c'est la concurrence qu'il y a en face. D'accord. C'est plutôt un problème de concurrence qu'il y a en face. Parce que dites-vous bien que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont désormais une culture de la fonction internationale. Et ça fait qu'ils ont de l'avance sur nous. Et donc chaque fois qu'on a des candidats, on se rend compte qu'ils sont suffisamment avancés en termes de lobby, en termes de culture même. Parce qu'il faut bien se dire que tout part aussi de la culture de l'administration camerounaise, ou de la culture des administratifs et des administrateurs camerounais. Combien de Camerounais se disent qu'après une carrière, au cours d'une haute carrière, une carrière au sommet, on peut intégrer le monde international? Combien de jeunes fonctionnaires camerounais sont dans la perspective d'intégrer la fonction publique internationale? Et donc ça fait que ce manque de culture, en réalité, donne souvent l'impression que ce qui veut se positionner soit davantage l'expression de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que le groupe, l'ordre régnant, décide de positionner un tel ou un tel sur le plan international. Et donc, il y a peut-être un besoin de restructurer ou de reformater les schèmes mentaux des fonctionnaires camerounais, dans la possibilité que même en cours de carrière, on peut envisager... On puisse penser déjà. On puisse penser à l'international. Et or, c'est une politique qui est
vraiment qui est devenu banal en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, vous avez des gars en début de carrière qui se projettent et qui se préparent. Et donc, ils préparent leur CV à un éventuel recrutement ou positionnement à l'international. Ça veut dire que ce qui nous manque, c'est peut-être la préparation des CV, comme vous dites. Et le lobbying, comment il se passe, Cédric? Le lobbying, en fait, se situe à plusieurs niveaux. Il y a le lobbying d'abord au niveau national, où l'État, avec son poids diplomatique, peut soutenir une candidature. Maintenant, l'État essaye d'avoir des partenaires. Et encore une fois, cela aussi démontre la force des candidatures ouest-africaines. Parce que nous constatons qu'en Afrique de l'Ouest, il y a quand même une forme d'intégration régionale qui est... Parce qu'il y a toujours solidarité. Tout à fait. On appuie les candidatures. Lorsqu'un Sénégalais va se présenter, il est soutenu par tous les États d'Afrique de l'Ouest. Ce qui nous manque un peu ici en Afrique centrale. Donc, sur ce plan-là, ça peut aussi expliquer les retards que nous observons au niveau de la... Moi, je ne pense pas que ce soit même sur le plan des compétences. Non, nous avons, à mon humble avis, nous avons d'excellentes compétences qui peuvent, des personnes qui ont géré le Cameroun aux plus hautes sphères, qui peuvent aussi aller dans les... Beaucoup même vont dans les... C'est seulement que nous n'en parlons pas beaucoup. Beaucoup servent aussi au sein des institutions internationales. Mais il y a ce poids sur le plan régional ou sous-régional qui manque beaucoup aux candidatures. Fabrice Nemi, comment est-ce qu'on ressent le lobbying qu'il est en action? Comme on le voit ces derniers temps, par exemple, avec notre candidature à la SECNA, avec les consultations, comment se fait le lobbying? Le lobbying diplomatique se fait sur la base selon laquelle l'État souhaite avoir du soutien de la part de ses partenaires. On peut par exemple envoyer des représentants dans divers États avec une mission précise, avoir le soutien de ces États. Par exemple, au Cameroun, vous représentez un candidat, par exemple, au poste de commissaire de l'Union africaine. Le lobbying va alors commencer au niveau de la CEMAC. C'est-à-dire on va envoyer des émissaires rencontrer des différents chefs d'État de la CEMAC, de la CAC et peut-être sur le plan surtout de la scène continentale. Donc voilà à peu près comment le lobbying se passe. Et le lobbying, c'est qui le mène? C'est d'abord le chef d'État, puisque c'est lui le maire à penser de la politique, ou bien c'est lui qui a le bâton de commandement de la diplomatie. Donc il le mène donc en envoyant différents représentants camerounais, puisque nous parlons du Cameroun, avoir le soutien des différents États. Il faut également préciser que ce lobbying se fait également sur la base d'un certain nombre de contreparties que les États acceptent, c'est-à-dire on veut votre soutien, mais qu'est-ce que vous nous apportez sur le plan bilatéral? Donc il faudrait toujours qu'on laisse là. Est-ce qu'il y a souvent des clauses alors dans non, ça dépend de tout État. C'est-à-dire, pour avoir notre soutien, qu'est-ce que vous nous donnez? Donc ça dépend de l'arrangement que pourvu que la négociation soit bonne. Oui, pourvu que la négociation soit bonne et que à la fin, l'État puisse apporter son soutien à la candidature. François Ngendia, à côté peut-être, ou alors toujours parlant de ce lobbying-là, de qui fait quoi, est-ce que à l'intérieur on va aussi voir la partition même du candidat? Oui, bien évidemment, c'est-à-dire pour qu'un candidat puisse être soutenu à l'international, il faut même que l'État lui-même adore, le mot c'est adoubé cette candidature, dit qu'il accepte comme candidat à ce poste. Parce que un candidat qui a peut-être des positionnements politiques assez divergents vis-à-vis peut-être l'État au pouvoir, dire assez compliqué avec l'État au pouvoir, il peut ne pas être porté, il peut ne pas être porté. C'est-à-dire, il faudrait déjà quand même qu'il y ait un certain nombre d'actions, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de confiance. Il faudrait qu'il y ait un certain nombre de similitudes au niveau des visions, des politiques entre l'État et le candidat. Voilà pourquoi à l'international, on va dire certaines candidatures à l'interne, certaines candidatures peuvent être portées par l'État et d'autres non. Et voilà, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, certains compatriotes, par exemple, ceux qui sont à l'extérieur, des gens que l'État n'a pas une bonne maîtrise, ne contrôle pas suffisamment. Bien évidemment, le Cameroun porte, l'État porte différentes candidatures. Le Cameroun porte généralement des candidatures qu'il maîtrise.
Et voilà pourquoi on arrive encore à ce que M. Nemi disait. Il a dit ce sont déjà des hommes qui sont moulés dans l'administration centrale. Ce sont des gens qui travaillent avec l'État et dont l'État a une certaine confiance. Donc, ouais, à ce niveau-là, c'est cela. Donc, et que gagne l'État dedans? Que gagne l'État? On a parlé au départ, on a dit l'information au départ. L'information. Oui, en mettant un candidat à un poste stratégique. Est-ce qu'il y a un retour d'investissement, François Ngendia, du genre, quand tu vas là-bas, voici ce qu'on attend. Pour prendre un exemple concret ou pratique, pour que même nos auditeurs puissent comprendre, si aujourd'hui nous gagnons la SECNA, la direction générale de la SECNA, est-ce qu'on peut avoir par exemple les retombées du genre, demain après-demain, la compagnie aérienne nationale Camerco se relève parce que nous avons quand même eu la direction générale de la SECNA? C'est un exemple. Oui, c'est possible. Tout dépend peut-être de tes compétences, ou bien des compétences attribuées aux hauts dirigeants de la SECNA. C'est pas ça, aux hauts dirigeants de la SECNA. Tout dépend des compétences qui lui sont attribuées. Mais toujours est-il que l'occupation d'un poste stratégique dans une organisation internationale par un ressortissant d'un État participe déjà, à dire, c'est le pôle le plus clair du rayonnement diplomatique de cet État-là. C'est-à-dire, on parlera de cet État. C'est-à-dire, lorsqu'il faudra pas, lorsque Kabirou a parlé, ce n'était pas déjà, c'est beaucoup plus, je crois que c'est un Rwandais, c'est d'abord le Rwandais qu'on voyait avant de voir le président de la Banque africaine de développement. C'est-à-dire, lorsque peut-être Antoine Timé parlait, c'est d'abord le Camerounais qu'on voyait avant de voir le président de la commission nationale. C'est-à-dire, c'est un réunion, ça participe même du rayonnement diplomatique de l'État. Alors, professeur, voyons une autre figure. Il y a des candidats. C'est Fabrice Nemi qui parlait tout à l'heure des émissaires, de l'envoi des émissaires. Nous sommes toujours dans le lobbying, l'envoi des émissaires. Parfois, ça peut être des ministres, certains diplomates et autres. Est-ce que ce genre de lobbying, là, porté par un ministre, par exemple, pèse plus qu'une candidature que le chef de l'État lui-même porte et procède lui-même au front, étant dans le lobbying en question? Écoutez, moi je vous dirais oui et non. Je voulais dire que pèse je voulais dire oui et non. La voie d'un ministre. Ça dépend. Vous savez, les relations internationales sont ceci de particulier qu'elles sont comme toute forme de relation, parfois déterminées par le rôle des individus. Vraiment des individus. Et l'un des cas qui me vient à l'esprit, c'est une visite du président de la République en Turquie, je crois. Vous avez vu que celui qui jouait, on va dire, l'intermédiaire entre le pouvoir de Yaoundé et le pouvoir turc, c'est un footballeur. L'équation personnelle, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est un footballeur qui peut débloquer une situation qu'un président ne peut pas débloquer. Et donc, je vous dirais, c'est oui ou c'est non. Vous pensez que dans le contexte camerounais... avec les absences, actuel, par exemple, que nous brillons souvent dans certains sommets et autres... Non, ça n'a vraiment... Je vous dis que ça il n'y a pas d'impact? Je vous dis que ça n'a rien à voir. Dans la situation, ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Vous pensez que dans le contexte actuel, revenons 5 ou 6 ans en arrière, entre un Samuel Eto'o en Russie et le premier ministre camerounais en Russie, je dirais que Samuel Eto'o pesait plus auprès de Poutine. Et donc, c'est ça la particularité des relations internationales. Et donc, c'est le charisme des individus qui joue dans les relations internationales. Le charisme des individus. C'est le charisme des individus. Avec cette déclaration-là, on peut être chef d'État et peser moins sur les relations internationales qu'un homme d'affaires. En fait, prenez un individu comme Soros, dans les relations internationales, il pèse 1000 fois que le président hongrois. 1000 fois que le président hongrois. Donc c'est une question de charisme. Dans les relations internationales réalistes. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas, ou alors doit-on dire, Paul, qu'il n'y a pas de problème vraiment avec des candidatures camerounaises? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a... La valeur. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les candidatures camerounaises. Je ne peux pas aussi affirmer qu'il y a des problèmes. Mais en réalité, je crois que le charisme de l'individu compte pour beaucoup, comme le disait le professeur. Parce que vous savez que dans les relations internationales,
c'est vrai qu'en dehors de l'État et les OI, il y a aussi ce qu'on appelle les acteurs secondaires. Et dans les acteurs secondaires des relations internationales, on intègre bien entendu les individus. Et quand on parle des individus, entendez par là des grands musiciens, des grands footballeurs, des hommes de culture qui peuvent avoir plus de poids sur la scène internationale par rapport à un Premier ministre. Donc au niveau de la représentation, que ce soit le président, que ce soit son Premier ministre, ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, jusqu'ici, le Cameroun doit s'attendre au meilleur, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a de cela quelques jours, un ambassadeur disait déjà bien au sujet de la candidature du Camerounais au poste de directeur général de la SECNA. Oui, et donc, si Dieu nous le permet, la semaine prochaine, nous écouterons d'autres, puisque c'est vraiment un balai, on voit un balai diplomatique dans le cadre de cette candidature. Elle est peut-être particulière. Le ministre des Transports et le ministre des Relations extérieures sont au four et au moulin pour accompagner la candidature du Cameroun à la direction générale de la SECNA. Ngendia, est-ce qu'il y a un problème? La même question que je posais tout à l'heure à Paul. Est-ce qu'il y a un problème donc avec les candidatures camerounaises dans leurs valeurs notamment? Non, je ne pourrais pas dire qu'il y a un problème. Peut-être que si problème il y en a, c'est un problème de Camerounais qui ne postulent pas suffisamment. Oui, peut-être. En fait, c'est la question est-ce qu'il y a un problème au niveau du soutien? Est-ce que l'État soutient peu les candidatures des Camerounais? Parce qu'en principe, il n'y a pas un problème de candidature. Il y a certainement des candidatures, mais qui ne sont peut-être pas suffisamment soutenues parce que ne répondant peut-être pas... Vous pensez que ces candidatures ne sont pas soutenues? Ils peuvent ne pas être soutenus parce que pour plusieurs raisons, peut-être ne répond pas, peut-être le candidat ne répond pas aux critères voulus par l'État, c'est-à-dire que les critères d'ordre politique, les critères d'ordre économique, les critères d'ordre même de contrôle, oui, à ce niveau, l'État peut ne pas soutenir. En fait, le soutien que l'État accorde à un candidat dans un poste, dans une OI, dépend des attentes, de ce que ce candidat peut donner à l'État. Si c'est un candidat qui, lorsqu'il partira, il a dit là-bas que non, au Cameroun, il n'y a pas l'état de droit, il n'y a pas ici, mais comment voulez-vous que l'État touche une série de candidats? Il n'y a pas question. Le Cameroun, l'État soutient des candidatures qui ne peuvent que porter haut son image diplomatique, son rayonnement diplomatique, je reviens là-dessus. Donc, il n'y a pas un problème. Il y a peut-être un problème des candidats, mais il n'y a pas un problème de soutien des candidats. Peut-être pas des candidats. Il n'y a pas de problème de soutien. Il n'y a pas de problème de soutien. Quand le candidat remplit toutes les conditions exigibles, alors là, il est soutenu au haut niveau. Donc, il n'y a pas de problème de soutien. Il n'y a pas de problème de soutien. D'accord. On va lire ce message qui nous vient encore de Mangamba. Il dit « Le retour d'investissement n'est pas négocié d'avance et dépend des opportunités initiées par les récipiendaires. » Donc, ça dépend des opportunités. Quand vous entrez là-bas, alors à vous de voir ce que vous pouvez rapporter certainement pour le pays. Je crois que ça va dans ce sens-là. Alors, Cédric, on va vers la fin. Vous pensez que qu'est-ce qui manque quand même au Cameroun pour solidifier davantage nos candidatures? Ce qui est sûr, parce que Ngendia disait tout à l'heure qu'on n'a pas de problème de soutien de candidature. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que tout est perfectible. Donc, vous pensez qu'il y a des problèmes? Non. Encore une fois, il faudrait faire des analyses. Mais rien n'étant parfait sur cette terre, on peut dire que tout est perfectible. Ce que je disais en entame de mon propos, que nous pouvons analyser la situation du Cameroun sous deux prismes, soit sur le plan de la qualité, soit sur le plan de la quantité. Généralement, dans les années 70, nous essayons de positionner très haut nos candidatures. Mais aujourd'hui, nos candidats sont positionnés au sein des institutions internationales, pas toujours au plus haut niveau. Donc, le Cameroun gagnerait beaucoup à améliorer. Moi, je dis, c'est même plus le réseau de soutien du Cameroun. Parce qu'au niveau de la valeur intrinsèque des diplomates camerounais... Le jeu d'alliance, par exemple, tout à fait, le solidifier. Tout à fait. Que ce soit au niveau sous-régional et même au niveau de l'Afrique. Il faudrait que le Cameroun, avec ses ambassadeurs, c'est pourquoi il est très important, et ça, j'allais l'oublier, il est très important d'investir dans le sport, qui est aujourd'hui un vecteur de popularité d'un pays, un vecteur de connaissance. On connaît aujourd'hui le Cameroun grâce à la Coupe du Monde 90. Donc, il est important que le Cameroun investisse, que ce soit dans le sport, dans l'art et même dans le tourisme, afin de porter haut son image. Cela améliorera grandement le positionnement des Camerounais au niveau des institutions internationales. Oui, Paul?
Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Oui, nous pouvons améliorer. Je rejoins tout simplement Cédric en disant que nous devons nous attarder sur d'autres paramètres secondaires, notamment la culture. Vous savez que la plupart des États aujourd'hui sont reconnus au niveau international à cause de leur culture. Et ça, c'est un fait. Et en dehors de ça, je parlerai aussi, n'est-ce pas, de la promotion de la paix et la stabilité. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on vient d'un pays qui est tourmenté, politiquement instable, ça ne nous aide pas. Ça nous aide pas. On va préférer quelqu'un qui vient d'un pays suffisamment stable, politiquement et économiquement. Donc voilà tout ce que je pouvais dire. Oui, professeur. Oui, ajouter à tout cela, il faut qu'on ait une véritable culture du fonctionnariat international. Qu'on soit motivé à intégrer, qu'on intègre ça dans l'éducation au Cameroun. Oui, dans l'éducation au Cameroun. En montant par exemple l'importance d'appartenir à la fonction publique internationale. Regard sur la diplomatie, c'est terminé. Paul Oyono, merci. Merci également à François Nguendia. Merci à Fabrice Neminemi. Merci au professeur Joël Meyolo. Merci à Cédric Mbok. Retrouvons-nous la semaine prochaine lorsqu'il sera le jeudi bien évidemment, lorsqu'il sera 18h30 pour un autre programme de regard sur la diplomatie. Ce soir, Ulrich Kemoué nous a assisté à la mise en onde et à la manipulation de la caméra. Carole Prudence Tientué a assuré. La police d'antenne, Beta, on a été à la coordination éditoriale et Roger Kiek à la coordination centrale. Le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissay supervise le programme. Yves Modeste Ngué, c'est mon nom. L'émission est rediffusée entre 1h et 3h du matin. Vous pourrez également la regarder à nouveau sur ses pages Facebook et YouTube à l'adresse Regard sur la diplomatie. C'est terminé, mesdames, messieurs. La semaine prochaine, passez d'ici à là un excellent week-end, mais ne quittez pas à Royal FM puisque les programmes se poursuivent. À 21h tout à l'heure, Jean-Jacques Foucault vous revient. Ce sera dans le cadre du point littéraire. Bonsoir à tous. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top, c'est parti. C'est ici que ça commence. L'aventure radiophonique la plus délirante. Chaque jour, retrouvez les émotions fortes avec les meilleurs animateurs, les meilleurs journalistes, les meilleurs DJ et techniciens, sans oublier les meilleurs auditeurs. Papa, thank you. Oluwana go tell. Fais très attention. Le ministre tu nourris pas de Royal FM, c'est sport, culture, magazine, débat, actualité.